Bonsoir Bouba, si tu es un passionné des questions de société, alors tu es servi, tout comme les téléspectateurs qui nous regardent. Le sociologue Djibi Diakhaté est à votre service. Bonsoir. Bonsoir Mamadou. Vous êtes maître de conférence à l'UCAD et directeur de l'école doctorale de l'IAM. Une actualité bouillante, brûlante et bouillonnante, si on peut le dire ainsi, des questions politiques, le pétrole, le gaz, des questions sociales. Le FMI même se mêle dans le débat sur la fiscalité. Comment se porte finalement la société sénégalaise aujourd'hui? La société sénégalaise aujourd'hui fonctionne. Je crois que c'est largement suffisant pour montrer le caractère plus ou moins divers, les segments, les conflits, les positionnements qui caractérisent cette société-là. Parce que toute société qui fonctionne est une société qui génère des conflits, qui génère des malentendus, qui génère des consensus, qui génère des questionnements. Cela fait partie de la société qui fonctionne. Alors, c'est une société qui fonctionne avec des segments différents, avec des positionnements différents, avec des intérêts, des fois, qui ne sont pas conciliables. Mais toutes les sociétés fonctionnent à peu près comme ça. Les sociétés sont en train de chercher des consensus, les sociétés cherchent des zones de stabilité, mais c'est toujours dans un fonctionnement marqué par le conflit. Et donc, de ce point de vue-là, on peut considérer aujourd'hui que la société sénégalaise est en train de fonctionner avec ses conflits, avec ses problèmes, avec ses interrogations qui concernent plusieurs domaines. La politique, la santé. On sait aujourd'hui que dans l'espace politique, il y a beaucoup d'agitation. On va vers des élections. C'est le propre des sociétés africaines, des sociétés de façon générale. L'approche des élections, c'est toujours une période d'agitation. Législative en 2017, présidentielle en 2019, et là, dimanche, le Haut Conseil des collectivités Absolument. territoriales. Pourtant, pour certains observateurs, ça ressemble un peu à un beau désordre. Ce n'est pas votre Oui, sentiment? absolument, je le crois. Oui. Parce qu'en fait, les gens sont en train de chercher un équilibre, aussi bien du côté de l'opposition que des formations politiques qui sont au pouvoir. On cherche un équilibre. Quel type de format il faut mettre en place, quel type de cadre de concertation il faut mettre en place, quelle stratégie il faut mettre en place, avec qui il faut y aller. Et des fois, on se trouve, on ne se retrouve pas, on est dans un même cadre. Mais à l'occasion d'une élection donnée, on sort de ce cadre et on fait face à celui-là qui normalement est mon allié. Alors, cela fait une situation qui offre peu de lisibilité au niveau de l'espace politique. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, encore une fois. À l'approche des élections, le plus souvent, nous avons cette situation d'emballement, cette situation d'agitation, qui fait que l'alphabet pour lire le cadre politique devient un alphabet excessivement flou. Le Haut Conseil des collectivités territoriales, élection au suffrage indirect dimanche, une institution de 150 membres dont 80 seront élus, institution qui a du mal à passer au sein de la société à l'image du défunt Sénat, en dépit des assurances du pouvoir qui la présente comme une avancée démocratique. Pourquoi les Sénégalais sont toujours braqués contre une deuxième chambre considérée comme budgétivore, voire inutile? Nous avons deux pôles. D'abord, le pôle de ceux qui gouvernent, qui considèrent que c'est une excellente chose, Oui. parce que précisément, il faut voir que le président de la République, son Excellence Macky Sall, s'est inscrit dans la perspective d'une vision. Déjà, dans le Yonou Yokote, il promettait aux Sénégalais de renforcer la décentralisation. Dans le programme Sénégal émergent, on a parlé des pôles territoires, on a parlé de la territorialisation des politiques publiques. Et il considère que, donc, pour matérialiser tout ça, il fallait mettre en place l'acte 3 de la décentralisation, la départementalisation, la communalisation universelle, etc. Mais en plus de ça, il faut une structure au niveau institutionnel qui pilote tout ça, qui permet de renforcer le fonctionnement des collectivités territoriales qui existent. Donc, je crois qu'au niveau du camp du pouvoir, on a une certaine vision et on est dans une certaine logique. Maintenant, est-ce que cette logique est largement partagée par les populations? C'est là où se situe le problème. Nous avons des institutions qui ne font pas toujours suffisamment l'objet d'une appropriation réelle par les populations. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, nous risquons d'avoir non pas une logique de côte à côte entre gouvernants et gouvernés, mais plutôt une logique de face à face. Parce que précisément, la compréhension n'y est pas, l'explication n'a pas été suffisamment donnée, les uns et les autres n'ont pas suffisamment compris. Et puis en plus, on a un certain nombre de signaux
qui amène certains à faire attention. Et hormis l'Assemblée, très critiquée, mais qu'on n'imagine pas supprimer dans un pays qui fonctionne normalement, toutes les autres institutions, le Conseil économique et social, dont même l'appellation a changé, a eu à être supprimé à un moment donné, le Sénat, je l'ai dit tout à l'heure, et le débat aujourd'hui est focalisé sur la HCCT. Pourquoi cela ne passe pas? Mais vous avez justement deux choses. Premièrement, lorsqu'on a parlé de la cooptation de certaines personnes au niveau des listes, on a vu toute l'agitation que cela a suscité. C'est comme si, finalement, les gens s'intéressaient beaucoup plus à être dans la chambre qu'à rendre service aux populations. C'était des logiques de calcul, de bataille, de combat, simplement parce que, finalement, pour certains, c'est des personnes qui s'intéressent à un poste et non pas à rendre service aux populations. Donc, ça a soulevé une certaine suspicion chez beaucoup de Sénégalais. Deuxième élément, c'est que ces institutions vont-elles suffisamment vers les populations? À l'occasion d'une audience que j'ai eue avec le président de la République, lorsqu'il venait d'accéder au palais, je lui dis, Monsieur le Président, je crois qu'il y a un effort à faire pour que nos institutions se rapprochent davantage des populations. Qu'il y ait une appropriation réelle des institutions par les populations. Et je lui avais proposé de décentraliser les conseils des ministres en son temps. Je lui avais proposé de décentraliser certaines sessions de l'Assemblée nationale. Moi, je vois bien l'Assemblée nationale faire ses sessions au Fouta. Je vois bien l'Assemblée nationale faire ses sessions en Casamance. Casamance au sens large du terme. Faire le tour du pays. Faire le tour du pays, faire des sessions, se faire connaître. Je verrais bien le Conseil économique, social et environnemental faire ses portes ouvertes partout au Sénégal. Alors, si le Conseil social, économique et environnemental fait ses portes ouvertes au plateau, au fond du plateau, déjà les populations de Guédiawaye, de Pikine, ont des problèmes à y accéder, à plus forte raison les populations qui sont de l'intérieur du Sénégal. J'avais dit cela à un certain moment au secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental. L'idée qu'il faut aussi aller vers les populations. Alors, s'il y a une faible appropriation de ces institutions par les populations, il y a un manque de patriotisme institutionnel chez les populations. Et qu'est-ce qui risque d'arriver pour la HCCT? Mais je crois qu'il faut à ce niveau-là opérer une rupture en termes de démarche. Parce que déjà, dans l'exposé des motifs offerts par le gouvernement pour la création du HCCT, je crois qu'on peut être convaincu ou non. L'idée, c'est qu'il faut mettre en place un dispositif pour parachever le dispositif de la décentralisation, pour le rendre beaucoup plus performant. Mais alors, il faut que des actes forts soient posés, il faut que les populations s'en approprient et il faut que dans la démarche, cette structure-là ne s'enferme pas dans un protocole de confinement. Alors, on va passer à un autre sujet, c'est l'affaire Ousmane Sonko, du nom de l'inspecteur des impôts et domaines, mais aussi leader du parti PASTEF, parti d'opposition, qui vient d'être révoqué par le président de la République. Pour certains, c'est un lanceur d'alerte, quelqu'un en tout cas qui met sur la place publique des sujets de préoccupation. Pour d'autres, c'est un politicien qui fait de la politique au-delà du débat juridique, parce que chaque camp justifie sa position. Quel est le regard du sociologue que vous êtes? La charte de Kourougan-Fougan, déjà au XIIIe siècle, on l'appelle aussi la charte du Mandé, parlait de l'intérêt de la parole dans la communauté. L'intérêt qu'il y a à libérer la parole. Lorsque dans une communauté, la parole est plus ou moins embastillée, il y a des risques de confrontation. Si les gens ne parlent pas, ils se battent. La parole de Sonko est embastillée aujourd'hui. Je crois qu'en fait, la mesure de la révocation, à mon avis, c'est un embastillement de la parole, non seulement de Sonko, mais de tous ceux qui seraient tentés, dans l'espace politique ou dans l'espace public tout court, de se prononcer sur certaines questions. Et je crois que de ce point de vue-là, c'est un sérieux problème, c'est une préoccupation pour moi. Cet acte de révocation, pour moi, est un acte qui ne s'imposait pas. Dans un pays comme le Sénégal, où on parle d'avancée démocratique, où on parle de libération de la parole, où on parle de liberté de presse, etc., on considère le Sénégal comme une vitrine démocratique. Je crois que là où nous en sommes arrivés en termes démocratiques, à mon avis, c'est un acte qu'il ne fallait pas poser. Libérer la parole, permettre à la personne de se prononcer en toute responsabilité, parce que la liberté doit être accompagnée de la responsabilité. Or, il me semble qu'en suivant Ousmane Sonko, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu, mais en le suivant, moi, je suis convaincu de ses arguments, qu'il n'a pas dit des choses que l'on peut trouver partout. Il ne sort pas du cadre de la responsabilité, comme vous le soulignez. Mais il ne sort pas du cadre de la responsabilité. Il n'en sort pas. Il n'en sort pas. J'ai été vraiment surpris par cette mesure qui a été prise. Je me disais qu'au-delà de tout ce qui a été dit, de toutes les gesticulations, de toutes les attaques, les gens allaient savoir raison garder
et se dire que nous sommes dans l'espace politique avec ses contradictions, avec ses confrontations. Comme je l'ai dit tantôt, si on ne libère pas la parole, on risque malheureusement de nous installer dans une dynamique de conflit que l'on peut éviter parce que le Sénégal n'a pas besoin de ça. Se pose l'interrelation entre la politique et la fonction publique, le fait d'être fonctionnaire. Faut-il avoir peur de cette relation ou de cette interrelation? Si on considère que la politique c'est pour construire la cité, en principe ça devrait être une bonne chose. Que ceux-là qui sont dans des domaines de spécialité différents et qui se mobilisent au niveau de la fonction publique, tout en conservant le droit de réserve dont on parle, et des fois dans ce terme-là on met beaucoup de choses, je crois que tout en respectant ce droit de réserve, le fonctionnaire ou n'importe lequel autre citoyen qui est dans un domaine bien donné peut apporter un éclairage supplémentaire sur la vie publique de façon générale et permettre de relever le niveau du débat au niveau de l'espace politique. Je crois que Sonko parle d'impôt, c'est l'occasion de parler de l'impôt, de parler de citoyenneté fiscale au Sénégal. Regardez bien Mamadou, aujourd'hui le Sénégalais va faire des centaines et des centaines de kilomètres dans des conditions excessivement difficiles pour aller donner le hadiya, qui est à Touba, qui est à Tivaouane, qui est à Médina Gounass, qui est à Médina Baye, qui est à Yoff, etc. Mais le Sénégalais rechigne à payer l'impôt dans une agence qui est juste à côté de lui. Pourquoi sommes-nous motivés à aller donner le hadiya et pourquoi sommes-nous aujourd'hui réticents à donner l'impôt? Ça veut dire précisément que l'impôt n'est pas encore suffisamment inscrit dans nos registres de représentation et de pensée. Nous ne nous sommes pas appropriés la structure fiscale en tant que telle. C'est ce travail-là qu'il faut. Je crois que la sortie de Sonko devrait amener à engager la réflexion autour de cette affaire. L'éducation, ça bouge aussi, malgré les vacances, avec même des inspecteurs d'académie qui observent une grève. Faut-il craindre de nouveaux remous à la prochaine rentrée scolaire? Il faut toujours craindre des remous parce qu'en réalité, au Sénégal, nous sommes habitués à sauver des années et non pas à sauver l'école. Et pourquoi on peine à avoir la stabilité dans l'école sénégalaise? Parce qu'il n'y a pas d'école sénégalaise, nous avons une école au Sénégal. Oui, expliquez-vous. L'école que nous avons est une école qui nous a été léguée par le colonisateur. C'est une école au Sénégal. Une école sénégalaise, c'est une école construite par les Sénégalais eux-mêmes, dans laquelle les Sénégalais se retrouvent, parce que cette école reflète leur identité, reflète leur image, reflète la volonté, leur destin, les espoirs, leurs craintes, leurs préoccupations, etc. L'école que nous avons aujourd'hui est une école dans laquelle on enseigne par le français. On enseigne le français et on enseigne par le français. Entre les colonisés, dit Jean-Paul Sartre, le colon s'est arrangé pour être l'éternel médiateur. Et comme les mots sont des idées, dit-il, quand le nègre déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. Il installe en lui comme une broyeuse l'appareil à penser de l'ennemi. Nous nous sommes installés dans une dynamique d'une école au Sénégal. Il faut construire une école sénégalaise. Ça suppose quoi? Ça suppose une participation de toutes les populations à la construction de curricula, à la construction d'une école qui nous appartienne, dans laquelle on se retrouve, et à partir de ce moment-là, nous serons tous engagés à défendre l'école. En faire le principal parti du Sénégal. C'est ce que le COSYDEP, par exemple, en tant que structure, est en train de dire. L'idée qu'il faut cesser de faire de l'école une affaire des enseignants, une affaire des apprenants, une affaire seulement de l'État, du ministère notamment de l'Éducation nationale, mais en faire l'école du paysan, l'école de l'éleveur, l'école de tout le monde, parce que lorsque l'école est en bonne santé, c'est la société qui est en bonne santé. Dernière chose, Djiby Diakhaté, finalement, l'école, et au-delà de l'école, la société sénégalaise, difficile à réformer, voire impossible? C'est une société difficile à réformer parce que simplement, déjà, c'est difficile de parler d'une société sénégalaise. On a l'impression qu'on a une pluralité de sociétés sénégalaises. Et on a des préoccupations des fois différentes, des acteurs qui se situent dans des dynamiques différentes. Mais je crois que l'idée est de travailler dans le sens de former un nouveau citoyen. On a parlé d'un nouveau type de Sénégalais, un nouveau type de citoyen essentiellement soucieux de l'essor et du progrès de sa communauté. Construire une nation, c'est la base. L'idée que même si je suis dans l'opposition, je vais travailler pour que les choses marchent. Que je suis au pouvoir, je vais respecter les gens de l'opposition, je vais respecter tout le monde, arriver à faire de grands consensus sur la base desquels on bâtit un pays qui connaît le progrès. C'est parfaitement possible parce que nous avons évidemment des instances déjà au Sénégal comme les confréries, comme des mécanismes comme la parenté à plaisanterie, comme les inversions sociales, etc. Nous avons un ensemble de mécanismes qui peuvent parfaitement jouer le rôle de ressort à partir desquels on construit une société dynamique qui va vers le développement. Mais en fait, ça suppose encore une fois un travail d'éducation à la citoyenneté, d'éducation au civisme, d'éducation au patriotisme. On considère que c'est de minces choses, mais en réalité, ce
sont les fondamentaux, les préalables qui, lorsqu'ils ne sont pas là, vont créer une situation d'instabilité comme celle que nous sommes en train de vivre actuellement. Djiby Diakhaté, merci. Je vous en prie. Le sociologue était notre invité ce soir. Il est maître de conférence et directeur de l'école doctorale de l'IAM. Bouba, j'espère que tu as pris ta provision pour le week-end, provision sociologique bien sûr. Merci, excellent week-end et excellente soirée.